Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Alors aujourd'hui, les fêtes de fin d'année se profilant, nous allons essayer de parler de plusieurs livres et nous allons commencer, devinez par quoi, chers amis, la Révolution française. Et à ce titre, j'ai tenu à inviter via les numériques Robin Werner, qui est journaliste, qui se consacre à plusieurs idéaux, dont la politique, l'histoire et le religieux. Et avant tout, je dis Robin Werner, bonjour. Bonjour Olivier. Alors, Robin, vous arrivez depuis, vous allez nous raconter un petit peu qu'est-ce qui vous a amené, car c'est votre premier livre, qu'est-ce qui vous a amené à ce sujet qui est passionnant et que l'on découvre et que l'on décortique. On reviendra sur le détail du livre. Eh ben, pour tout vous dire, à l'origine, il y a un déclic personnel. Ça fait très longtemps que je veux écrire. Et un jour, j'étais de passage chez des amis, et puis je regarde leur bibliothèque, et il se trouve que voilà, j'avais rien de spécial à lire, et puis je me fais prêter une biographie qu'il y avait dans leur bibliothèque et qui n'était pas sur le personnage auquel j'ai consacré le roman exactement, mais qui était sur un de ses proches confrères, qui était Saint-Just. Et en fait, du coup, je connaissais un petit peu la période, mais je me suis passionné pour elle à ce moment-là, et je trouvais que c'était des personnages qui étaient vraiment fascinants, qui pouvaient avoir leur héros, mais qui étaient plongés, qui avaient aussi leur grandeur évidemment, et qui pouvaient être plongés par les circonstances dans une intensité politique incroyable. C'était aussi, voilà, c'était un moment de combat, de bataille, de grande férocité. Je trouvais que c'était vraiment un matériau romanesque extraordinaire. Pour ne rien vous cacher, je trouve que vous avez jonglé avec ce mélange de cruauté, mesquinerie, générosité, noblesse qu'a représenté la Révolution française. Alors, on va d'abord donner le titre du roman. Au nom de quoi, de Robin Werner chez Amfortas. Alors, le sujet, Robin, on est en plein dans les années 1794, l'été 94. Qu'est-ce qui se passe à Paris? À ce moment-là, si vous voulez, la révolution, alors évidemment les révolutionnaires ne s'en rendent pas tout à fait compte à ce moment-là, mais on entre vraiment dans le moment de vérité. On est vraiment, si vous voulez, dans le point d'incandescence maximale de la révolution. Mon roman commence, donc mon roman, voilà, c'est quand même un roman, c'est pas un essai historique malgré tout, il a une trame historique qui est fidèle effectivement à la chronologie du moment. Et à ce moment-là, donc on commence en fait au printemps, et à ce moment-là, c'est le moment de l'opposition finale entre Danton et Robespierre. Voilà, les éditeurs le savent sans doute. Ça va mal se terminer à ce moment-là pour Danton. Et ensuite, si vous voulez, donc on nage dans une période où la révolution s'emballe parce qu'elle est menacée, elle est envahie sur plusieurs fronts par des armées à la fois étrangères mais aussi intérieures, on pense au Vendéen. Voilà, tout ce beau monde avance sur Paris. Il y a à ce moment-là des complots, alors réels ou imaginés. Parfois, on est face à des psychoses, mais parfois les gens de très bonne foi peuvent craindre des conjurations. Il ne faut pas oublier que la République à ce moment-là elle est très jeune, elle n'a pas encore 2 ans. Donc voilà, c'est vraiment, on est dans ce bouillon-là qui est effectivement terrible. Et en fait, Robin, dans cette fureur, on voit que la guillotine s'amuse un petit peu à chatouiller de nombreux coups. On est effectivement en pleine terreur. En fait, d'ailleurs, donc les contemporains l'appellent comme ça. C'est important de le dire d'ailleurs. C'est pas un mot que l'historiographie aurait collé là-dessus après coup. C'est comme ça qu'on la voit. C'est-à-dire que personne, évidemment, n'y va de gaieté de cœur. C'est pas du tout un principe qui est une politique qui est au départ prônée par Robespierre, mais Robespierre et les gens du comité de salut public, pour faire simple, le comité de salut public, c'est un petit peu d'abord un gouvernement parallèle au gouvernement officiel, et puis ensuite, au moment du roman, donc à l'été 94, ça a vraiment remplacé le gouvernement. Donc voilà, c'est l'exécutif, c'est composé de députés de la Convention, qui se répartissent les différents dossiers, et qui ont en gros à charge de sauver la République, rien que ça. Donc à ce moment-là, si vous voulez, ce comité de salut public, avec un autre comité, ça s'appelle le comité de sûreté générale, ils sont en charge de la terreur, avec sous la surveillance
en principe de la Convention, donc les députés, et le tout est jugé, administré, instruit par les tribunaux révolutionnaires. Il faut savoir qu'au moment dans la période dans laquelle se situe le roman, il va y avoir un événement assez terrible, c'est ce qu'on a appelé les lois prairiales, qui sont, en fait, à ce moment-là, on peut penser ce qu'on veut, des différents personnages de la période, de Robespierre, etc. C'est en soi des lois qui sont de notre regard à nous, et d'ailleurs, même selon évidemment les gens de l'époque, qui étaient les premiers concernés, ce sont des lois qui sont, on va dire, indéfendables, qui, entre autres choses, et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, entre autres choses, vont supprimer la présence de l'avocat à ce moment-là. Et pendant les 3 mois que va durer ce qu'on appelle à ce moment-là la Grande Terreur, donc à partir de la fin du printemps 94 et jusqu'à la fin de l'été, il y aura plus de morts ramassés sur ces 3 mois, dus aux exécutions de la terreur, que pendant les premiers mois, les mois qui ont précédé ce printemps fatal. Et en fait, Robin Werner, ce qui est extraordinaire, c'est que vous faites vivre les personnages de la Révolution française avec leur grandeur, leur faiblesse. Et le roman débute par une tentative de réconciliation entre Danton et Robespierre, mais on sent très vite que tout est fini pour Danton. C'est-à-dire, en fait, il y a beaucoup de gens, de grands artistes auxquels je ne compare pas, qui ont essayé d'imaginer cette rencontre dont on sait qu'elle a eu lieu. Cette rencontre à la veille de l'arrestation de Danton en vue de son procès. À ce moment-là, Danton, qui a sans doute beaucoup de défauts, mais qui est loin d'être un imbécile, c'est un différent des sabots depuis 5 ans dans la Révolution, qui est un leader populaire depuis 5 ans. Il sait très bien qu'il y a de l'eau dans le gaz entre lui et les puissants du moment, dont Robespierre, qu'il connaît là encore depuis le début de la Révolution, et donc on sait qu'ils se sont vus. Simplement, évidemment, on n'a pas de récit de ce qu'ils se sont dit. Il y a beaucoup d'artistes qui ont essayé d'imaginer, au cinéma notamment Majda, etc. J'ai essayé de le faire à mon tour, modestement. Oui, ils essayent de se réconcilier. Mais comme vous l'avez dit, ils sont à ce moment-là irréconciliables. C'est vraiment deux visions qui s'opposent. Si on est un peu grandiloquent, on peut aussi dire que c'est deux marges de l'histoire qui vont s'opposer. Les deux sont conscients que leur chemin, qui a longtemps été commun, s'est séparé. Danton, qui est un personnage trouble, qui globalement a passé sa vie à jongler avec l'argent et souvent avec l'argent des autres, mais qui n'est pas que ça, qui est de vraie grandeur évidemment, mais qui a un style un peu plus gros, on va dire, que Robespierre, plus coulant, à ce moment-là en tout cas. Lui, après l'avoir accompagné au début, veut se désolidariser de la terreur et un petit peu qu'on descende un petit peu en température. Robespierre, lui, pense que, encore une fois, même s'il est entré dans ce processus de terreur sans enthousiasme en tout cas, lui pense qu'il faut continuer pour permettre à la révolution de se développer. En fait, pour Robespierre, la révolution, elle ne fait que commencer. Tandis que Danton parle déjà de la finir. Et pour Robespierre, c'est une indulgence coupable, et après, c'est les calculs politiques du moment qui vont décider du destin de Danton. Mais justement, quand on s'aperçoit que le dénouement fatal pour Danton est proche, Robespierre croit avoir gagné, mais il ne se rend pas compte qu'il est déjà la prochaine victime. C'est-à-dire qu'en fait, Robespierre, est-ce qu'il croit avoir gagné? Il sait qu'il a gagné contre Danton. Robespierre est un type fascinant parce que, pour plusieurs raisons, mais notamment parce que il croit effectivement sans cesse arriver au bout du combat, et évidemment sa psyché lui fait voir de nouveaux ennemis, ou alors simplement il se rend compte qu'il a encore d'autres ennemis, etc. D'ailleurs, il ne les voit jamais comme des ennemis personnels. C'est pas quelqu'un, c'est pas un individu quasiment Robespierre entre guillemets. C'est vraiment un type qui a tendance à penser. Alors c'est en soi un autre défaut, mais qui a tendance à penser que la nation vraiment se rencontre en lui, entre guillemets, quoi. Donc quelqu'un qui est
adopter une ligne qui est aussi contraire à la sienne que le fait Danton, c'est globalement quelqu'un qui s'approche dangereusement de la traîtrise. Soit qu'il soit vraiment un traître consciemment, soit que ses actes conduisent la République à sa perte. Et effectivement, il sait qu'il remporte les batailles à ce moment-là, à la mort de Danton, mais déjà c'est une bataille qui lui revient cher, hein, parce que Desmoulins a fait partie de la même charrette que Danton, donc Camille Desmoulins. Et Desmoulins, sans être il est devenu un ami personnel de Robespierre. Il faut dire qu'ils se connaissaient depuis très très longtemps, depuis leurs années d'études à Louis-le-Grand. Et Robespierre est le parrain du fils de Desmoulins. Voilà, donc il perd là-dedans des amis. Et très vite, il va avoir sous les yeux ou imaginer de nouveaux complots. Voilà, c'est en fait, si vous voulez, c'est un petit peu un mélange entre la réalité politique du moment, qui est vraiment troublée, et il faut bien dire, et je déteste psychologiser les choses, mais et il faut bien dire quand même, et voilà, la psychologie pour le moins difficile de Robespierre. Et pour bien terminer votre livre, je voudrais vous citer quand vous dites « On n'est jamais trahi que par les siens ». Non, simplement, effectivement, oui, c'est parce que Robespierre chute les 9 thermidors avec ses proches, dans le calendrier révolutionnaire de 9 thermidors, donc c'est le 15 juillet 1794, et effectivement, ce sont des députés montagnards, jacobins, qui sont à la manœuvre, donc des gens qui vont éviter avec lui, qui vont chanter ses louanges pendant des années, et qui les jours d'avant, d'ailleurs, évidemment, voulaient se proclamer encore robespierristes, et c'est eux qui, craignant pour leur vie, souvent des gens corrompus et mouillés jusqu'au bout dans la terreur, souvent les pires terroristes de la Révolution, qui vont précipiter sa déchéance, faire en sorte qu'il soit arrêté avec ses amis, et puis après plusieurs péripéties qu'on laissera les lecteurs découvrir, être envoyé à la guillotine. Je rappelle le premier roman de Robin Werner, Au nom de quoi, chez Anne Fortas. Merci Robin. Merci. À très bientôt. À bientôt. Nous allons poursuivre cette émission avec une réédition du livre du docteur Franck Séninger chez Anne Fortas, Réussir, c'est permis. Bonjour Franck. Bonjour Monique. Alors Franck, qu'est-ce que la réussite? Ça c'est un mot piège parce que la réussite, elle a des sens différents. Vous savez, on dit souvent réussir sa vie, réussir dans la vie, et on peut très bien réussir dans la vie sans forcément réussir sa vie. Donc c'est une notion extrêmement complexe. On peut dire que c'est de mettre en adéquation ses aspirations, ce qu'on veut faire de sa vie, ses propres aspirations, avec les résultats que l'on obtient, c'est-à-dire que d'arriver à avoir un petit peu ce qu'on veut de manière un petit peu plus simple. Et alors donc, avant tout, si j'ai bien compris, et j'ai beaucoup apprécié votre livre, développer l'estime de soi. Oui, parce que contrairement à ce qu'on pense, tout le système scolaire est fait et contre-performant à cet égard, parce que si on réfléchit bien, le système scolaire, il est fait le but, c'est d'être le premier de la classe dans toutes les matières, pendant toute la scolarité, c'est-à-dire du CP à la terminale, il faut être le premier de la classe dans toutes les matières. Donc ça s'adresse à 0,01% de la population qui arrive à être premier de la classe tout le temps. Et donc, quand on arrive un petit peu moins bien, c'est peut mieux faire. Et donc, on entache l'estime de la personne parce que à partir du moment où on peut mieux faire, on est toujours mis en échec. Et donc on fait tout pour que l'estime de soi ne se développe pas avec des bonnes volontés au départ. C'est ça qui est terrible, c'est que quand on dit peut mieux faire, c'est censé être stimulant, mais c'est aussi extrêmement délétère, c'est-à-dire que c'est dommageable pour l'enfant. Et l'estime de soi, ça se développe au contraire par des messages qui sont positifs, du style c'est très très bien, bravo, et je pense que tu peux faire encore mieux la prochaine fois, c'est complètement différent de te mieux faire. Donc l'estime de soi est très très importante parce que pour gagner, il faut se voir déjà en vainqueur et il ne faut pas se voir en perdant.
Est-ce à dire que l'enfant doit très très tôt croire en lui-même? Alors l'enfant et les parents, parce que les parents aussi sont un peu les otages de l'école, c'est-à-dire que évidemment si un professeur va dire que l'enfant peut mieux faire, il va pas dire c'est très bien mon petit chéri, tout ce que tu as fait, bravo, tu as eu 5 sur 20 ou 7 sur 20, c'est quand même très bien. Malgré tout, je crois que les parents ont un rôle très très important à jouer dans l'estime de soi. C'est toujours rassurer l'enfant. C'est-à-dire que même s'il a des mauvaises notes, de dire bah, écoute, tu as une mauvaise note, mais je suis sûr que la prochaine fois tu auras une meilleure note parce que tu te donnes du mal. Et de rassurer. Et l'enfant se développe beaucoup mieux quand il est rassuré par ses parents, plutôt que quand on appuie là où ça fait mal, on dit bah, toi tu as encore eu 7 sur 20, tu n'arriveras jamais à rien. Parce que souvent les parents qui sont confrontés à des enfants qui réussissent pas bien, ont peur, et quand on a peur, eh ben, on devient agressif et on tourne son agressivité vers l'enfant. Il faudrait au contraire le rassurer, sans lui dire c'est très bien, ta note qui est inférieure à 10, c'est super, c'est pas ça. Mais de rassurer en disant, bah, tu sais, tu as donné ce que tu pouvais, je suis sûr que la prochaine fois tu pourras faire mieux parce que tu te donnes du mal et ça finit toujours par payer. C'est un peu le message de rassurer. Et comment aider dans ce cas l'adulte à qui on n'a pas appris à croire en lui-même? Alors c'est ça, c'est qu'on retransmet ce qu'on a déjà vécu, et souvent, bah, c'est vrai que les parents qui ont très très bien réussi, souvent des enfants qui réussissent très bien parce qu'il y a une espèce de transmission, vous savez, il y a une étude qui est extrêmement intéressante qui a été faite chez les obèses, chez les Indiens Pima, qui sont des Indiens d'Amérique du Nord, qui sont devenus tous obèses. Et donc, il y a certains Indiens qui on leur a appris à faire la cuisine, d'autres on leur a fait faire beaucoup d'exercices physiques, et il y a un troisième lot où on leur a passé simplement des films de leurs ancêtres qui étaient à cheval et qui chassaient les bisons avec les plumes qu'on a vues dans les films. Et c'est ceux-là qui ont perdu du poids parce qu'ils avaient une image de leurs ancêtres qui étaient fiers sur leurs chevaux. Ils disaient, mais on descend de ces personnes-là, il y a une fierté qu'ils retrouvaient et qui les poussait à perdre du poids. Alors que les messages, faut manger comme ceci, hypocalorique, pas trop de sucre, pas trop gras, les messages, faut faire du sport, en fait, n'étaient pas productifs parce que tout le monde sait qu'il faut manger moins pour perdre du poids et qu'il faut bouger plus. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Alors que quand on redonne la fierté, c'est beaucoup plus facile pour réussir. Et c'est vrai que les parents qui ont des belles situations sociales, une certaine fierté de ces parents, il va mieux réussir. Et quand c'est pas le cas, il faut essayer de développer la fierté chez l'enfant en disant, tu sais, ce que tu fais, c'est quand même formidable. Regarde, nous, on est peut-être plus sain, mais toi tu es quelqu'un d'intelligent, tu travailles, et puis comme ça, de redonner la fierté à l'enfant et de développer son estime de soi de cette façon-là, et à ce moment-là, l'enfant réussit beaucoup mieux. Comment aider l'enfant, puis l'adulte qui sommeille en lui, à fixer ses priorités pour organiser sa réussite? Eh ben déjà, on peut leur conseiller de lire mon livre. Ça y est, c'est bien parti. Et puis après, c'est vrai que c'est difficile parce que les personnes sont seules, hein, donc c'est l'intérêt de faire un livre comme ça. Et puis, c'est aussi de voir, la pensée positive, c'est quelque chose de complètement galvaudé à l'heure actuelle. Mais il n'empêche que de voir les choses un petit peu différemment, en rassurant déjà, et en se rassurant soi, parce que c'est bien de rassurer ses enfants, mais déjà pour rassurer, il faut aussi se rassurer soi-même en trouvant des choses dans sa vie dont on a lieu d'être fier. Et tout le monde a c'est pas forcément professionnel, mais tout le monde a matière à être fier dans certains domaines. Ça peut être l'exercice physique sans parler forcément de sport, ça peut être une compétence qu'on peut avoir, dont on peut être fier et de transmettre cette fierté à l'enfant. Et alors, Franck Séninger, comment les aider à débloquer des situations? Alors, il y a des situations effectivement qui sont bloquées, hein, où l'enfant ou l'adolescent ou l'adulte, parce que la réussite, c'est pas seulement chez les enfants et les adolescents, ça peut être aussi chez les adultes. Et il faut que les choses soient claires dans la tête de la personne,
que si vraiment, par exemple, on prépare un concours, par exemple administratif, il faut se donner les moyens. C'est-à-dire qu'on peut pas tout vouloir à la fois, c'est-à-dire passer un concours, sortir avec des amis, fêter des anniversaires. À un moment donné, il faut se dire, ben voilà, j'ai pris une décision, je m'y tiens et je fais tout pour l'avoir, c'est-à-dire se mettre un petit peu en marge de la société, de ses amis, de sa famille, et travailler pour avoir le concours, ou et ben, si on veut séduire une femme ou on veut séduire un homme, et ben, c'est de se donner les moyens aussi, de ne pas se montrer pingre la première fois où on invite quelqu'un au restaurant, parce que là c'est vrai que ça bloque la situation, c'est même contre-performant. Et c'est comme ça qu'on arrive en ayant un peu les idées claires sur ce qu'on veut faire, en se donnant vraiment les moyens. Parce qu'il y a aussi la peur, on parle souvent de la peur de l'échec, mais il y a aussi la peur de la réussite. Il y a des personnes qui ont peur de réussir et qui, au moment de concrétiser une réussite, ils vont ce qu'on appelle un acte manqué, ils vont développer quelque chose de contre-performant qui vont faire finalement ça va se transformer en échec. Et il faut que ce soit suffisamment clair dans son esprit pour qu'il n'y ait pas de ces actes manqués, que la personne arrive à voir ce qu'il veut obtenir. Et en fait, vous leur apprenez également, il y a un chapitre qui est très bien fait sur la création d'un certain équilibre. Alors c'est ça, c'est aussi, alors après, il y a aussi la peut se donner du sens à ce qu'on fait. C'est que c'est vrai que si, par exemple, quelqu'un passe un concours administratif, par exemple, quelqu'un qui est dans la police qui veut passer un grade supérieur, si après il est muté à l'autre bout de la France alors qu'il a une famille qu'il n'a plus à voir, ça peut se terminer par des divorces. Il faut vraiment réfléchir un petit peu à ce qu'on veut faire, ce qu'on veut obtenir, et trouver un équilibre entre les frustrations qu'on peut avoir lorsqu'on n'a pas ce qu'on désire, et en même temps le plaisir d'être... Il y a une phrase et un courant zen que j'aime beaucoup, c'est ce que tu cherches, trouve-le dans ce que tu as. Et c'est aussi ça l'équilibre, souvent, c'est pas forcément chercher des choses très difficiles à avoir, et puis sans se contenter vraiment de ce qu'on en a, parce que c'est un petit peu défaitiste, mais de trouver un bonheur dans ce que l'on a, dans des petites choses qu'on a déjà en soi, c'est un équilibre en soi. Et alors, Franck Séninger, pour conclure, vous citez Oscar Wilde, la vraie valeur d'un homme réside non pas dans ce qu'il a, mais dans ce qu'il est. C'est ça. On est dans une société un peu consumériste où le fait d'avoir est plus important que tout, de la vision même. On le voit bien avec les réseaux sociaux, les selfies, la vision qu'on veut donner aux autres est plus importante que la vision que l'on a de soi-même, et d'être bien, je veux dire, dans sa tête, bien dans sa peau, bien dans son corps, c'est des notions qui disparaissent peu à peu, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de personnes, au profit de l'apparence qu'on veut donner, qui n'est pas forcément la réalité. Donc c'est vrai qu'on rejoint la notion d'équilibre, et d'être vraiment, c'est important finalement d'être conscient de ce que l'on est. Je rappelle donc le très bon livre en réédition du docteur Franck Séninger qui nous aide à acquérir un état d'esprit propre à réaliser nos propres ambitions personnelles. C'est permis, réussir, c'est permis chez Anne Fortas. Merci docteur Franck Séninger. C'est moi qui vous remercie, Monique. À très bientôt, je suis persuadée qu'il doit y avoir un autre sujet en gestation. Écoutez, avec plaisir, oui. À bientôt. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle. À bientôt.